C'est nouveau, ça m'intéresse. Léa Moscona. Et ce matin, dans C'est nouveau, ça m'intéresse, j'ai le grand plaisir de recevoir Véronique Liès, qui est nutritionniste. Bonjour Véronique. Bonjour à tous et à toutes. Vous allez nous parler évidemment de nutrition, mais plus précisément des enjeux de la nutrition. Qu'est-ce que cela engage quand on se nourrit mal? Qu'est-ce qu'on peut obtenir comme bienfait quand on se nourrit bien? Qu'est-ce que finalement on met en jeu dans ce qu'on met dans notre assiette? Alors, avant peut-être d'entrer dans les détails, vous pourriez nous définir ce que l'on appelle nutrition. Il y a un autre terme qu'on utilise qui est le terme de diététique. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux et qu'est-ce que c'est au juste? Alors, c'est quelque chose qui est relativement flou, certes, mais c'est vrai que le mot diététique fait un petit peu plus mal aux oreilles. En général, il est très associé au côté régime, restriction. Exactement. Donc il est un petit peu moins sexy, on va dire. Et il fait surtout référence aux aliments. Alors que le mot nutrition, il fait plus référence aux nutriments, donc ce que l'on va trouver dans l'aliment et qui peut avoir un impact spécifique, particulier dans l'organisme. Donc voilà, on fait un petit peu ces distinctions, mais globalement, on parle de manger, on est bien d'accord. Alors j'ai lu quelque part, vous aviez dit que lorsque vous avez étudié cette matière, cette discipline à l'école, à l'université, vous vous disiez, quand je saurai tout sur la nutrition, ce sera merveilleux. Je pourrai donner des conseils, gérer bien aussi ma vie, ma façon de me nourrir, etc. Et puis vous vous êtes rendu compte que c'est une science très vaste, mais qu'elle fait aussi appel à d'autres savoirs et qu'elle est en évolution constante. C'est vrai ? Tout à fait. On n'a jamais terminé, donc on est en perpétuelle formation. C'est vrai que voilà, j'ai commencé la diététique, je me suis dit je vais tout savoir et en fait on ne sait jamais tout et on se rend compte que bien sûr il y a l'assiette et puis il y a les comportements qui ont bien sûr un impact important sur ce que l'on va manger. Donc il faut essayer de mieux comprendre nos patients, ce qui fait qu'ils sont amenés à manger telle ou telle chose, leurs habitudes, leur éducation. Ça remonte souvent à très loin, le stress, la façon dont ils gèrent leurs émotions. Et donc tout ça, ça a quand même fort modifié mon approche finalement. Et je me suis rendu compte que trouver les bons mots aussi, c'est très important pour essayer de modifier finalement la façon dont... Pourquoi trouver les bons mots? Ça veut dire qu'on ne définit pas de la même manière une façon, une approche de la nutrition. On a des images différentes, des définitions différentes aussi? Certainement, vous savez, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait, ce qui en ressort, ce que la personne comprend ou ne comprend pas. Oui. Mais c'est qu'elle plus veut comprendre. Ce qu'elle veut comprendre, absolument. Et puis c'est plus dans l'approche, je dirais, motivationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un petit peu tendance à, nous, les spécialistes de la santé, à se positionner comme les experts qui savent et qui donnent des bons conseils. Et puis on se rend compte finalement qu'ils ne les suivent pas toujours, nos patients. Ou est-ce qu'il faut rester humble? Parfois, vous donnez des conseils. Exactement. Ça fonctionne pas? Bien sûr, bien sûr. Et c'est dû à quoi si ça fonctionne pas? C'est dû, à justement, on a tendance à croire que c'est toujours la faute du patient. Oui. Et en réalité, c'est qu'on n'a pas trouvé les bons mots. On a un petit peu on appelle ça en entretien motivationnel le réflexe correcteur. On veut les corriger. Et en réalité, souvent notre patient, il sait très bien ce dont il a besoin et ce qui est bon pour lui. Et nous, on devrait juste les accompagner finalement. Donc voilà, c'est un sujet très très large. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'on sait ce qu'il faut prendre pour se nourrir. On sait parfaitement, je veux dire, ce qui est bon pour nous, mais que finalement c'est quelque chose de lié à la psychologie, c'est quelque chose de lié à peut-être un inconscient qui ferait qu'on fait mal les choses. Alors on peut pas généraliser parce qu'évidemment vous n'êtes pas des psys. Non, pas du tout, pas du tout. Mais il y a c'est évident qu'il y a des patients qui viennent pour avoir des informations. Oui. Quels sont les déficits potentiels
actuelles auxquelles je suis confrontée, qu'est-ce que je dois faire. Voilà, ils reçoivent l'information, ils sont très contents, ils mettent en pratique et tout se passe bien. Mais on a quand même aussi pas mal de personnes qui savent très très bien que manger un paquet de chips et un Magnum devant la télévision à 22h, c'est peut-être pas l'idéal pour leur ligne, et pourtant ils le font. Hein, oui. Et donc ils sont pas venus nous voir pour l'apprendre. Oui. Donc là, c'est vraiment du coup plus de l'entretien motivationnel qui va permettre aux patients finalement de corriger ses comportements et d'aller vers son objectif. Est-ce que ce comportement-là devant la télé, c'est peut-être l'une des erreurs la plus courante que vous rencontrez? Est-ce qu'il y a comme ça un nombre d'erreurs assez répétitifs que vous avez remarqué au gré et au fil du temps avec vos patients? Oui, c'était d'ailleurs le titre du premier livre, les erreurs qui vous empêchent de maigrir, parce que justement il y a comme ça toute une catégorie de choses que les gens font et parfois ils pensent bien faire. Oui. Bon, en l'occurrence, l'exemple des chips et du Magnum, oui, c'est vrai que c'est un petit peu exagéré. Souvent ils le savent, mais par contre l'heure du repas, c'est vrai que manger tard, même des choses un petit peu plus légères, c'est pas spécialement une bonne idée. On n'est pas fait pour manger tard le soir, donc ça fait partie des choses qu'il faudrait corriger notamment. Vous allez nous donner quelques conseils justement parce que il y a entre les modes, les tendances, parce que chaque année on entend en tout cas dans les médias une nouvelle trouvaille en matière de nutrition. Est-ce que c'est de la poudre aux yeux ou est-ce que vraiment il y a un fondement scientifique qui peut justifier ce comportement-là? Vous allez nous le dire. Je rappelle quand même que vous êtes l'auteur de 3 ouvrages. Alors je commence par le premier. Les erreurs qui vous empêchent de maigrir, et c'est paru aux éditions Alpen. Il y a également le grand livre de l'alimentation spéciale énergie aux éditions Le Duc, et puis le dernier en date, Hormones, arrêtez de vous gâcher la vie. C'est toujours aux éditions Le Duc. Il y en a des choses à dire dans ce domaine-là. Alors les erreurs, vous dites il y en a pas mal. Vous êtes plutôt là pour essayer de motiver les gens. Que doit-on penser justement de toutes ces modes? Alors je vais vous en citer quelques-unes. Les modes ou tendances, vous allez me dire si je me trompe, mais quand on entend véganisme à tout bout de champ, quand on entend micronutrition, quand on entend chrononutrition ou diète protéinée, on ne sait plus ce qu'il faut faire, on ne sait plus à quel sein se vouer. Comment fait-on? Je comprends que ce soit compliqué. Aujourd'hui, on découvre des choses qui ont une certaine assise, j'ai envie de dire, scientifique. Mmh. Et souvent, c'est récupéré d'un point de vue marketing ou d'un point de vue communication par certaines personnes et du coup, exagéré. Mmh. Et en fait, souvent, la vérité, elle est au centre. Donc, très souvent. Il est vrai que nous avons clairement tendance à manger trop de viande, à avoir une alimentation trop animal, et on aurait intérêt à manger plus de végétaux. Ça ne veut pas dire qu'on doit d'office passer à l'extrême du végétalisme et ne plus jamais manger de viande, voire quel que soit le produit d'origine animale. Donc voilà, c'est toujours un petit peu ça le problème aujourd'hui, c'est il ne faut pas prendre une information et l'utiliser de façon extrême. Et il y a des choses qui sont intéressantes de faire. Vous avez parlé de la viande notamment, et c'est vrai pour la chrononutrition, par exemple, c'est la même chose. On a intérêt à manger justement un petit peu plus de protéines au petit déjeuner, ce qui ne fait pas vraiment partie de notre culture. des cultures de la culture en France. Et du coup, il y en a qui font bacon, lard, fromage, jambon au petit déjeuner, et c'est évidemment un petit peu excessif. Et donc voilà, c'est important toujours de prendre les informations et d'être raisonnable dans ce que l'on met en pratique. Donc tout ce que j'appelle moi tendance ou mode, il y a une assise scientifique comme vous l'avez dit, mais l'intérêt c'est l'équilibre. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est toujours une question de garder cet équilibre qui a été perdu certainement. C'est clair que le croissant confiture n'a rien de très protéiné. Oui. Donc voilà, l'idée c'est de dire
dire, tiens, et si on ajoutait une portion de protéines dans le petit déjeuner, mais pas de transformer le petit déjeuner en burger ou autre. Alors, comme vous le disiez en début d'émission, on n'a jamais terminé en matière de nutrition. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a des études, et notamment aux États-Unis, je crois qu'il y en a plus qu'en France, mais vous me contredirez si je me trompe, il y a des études qui sortent tous les ans, peut-être même plusieurs fois par an, sur voilà ce que l'on a remarqué auprès de tel ou tel échantillon de personnes qu'on a testé dans la nutrition. Est-ce que ça signifie qu'on ne sait pas vraiment clairement, véritablement, de manière sûre, certaine, ce dont un être humain a besoin encore aujourd'hui? Alors, toute la difficulté aujourd'hui repose dans le fait que nos besoins sont différents. Donc, que l'on soit homme, femme, enfant, adulte, en fonction de l'âge, en fonction du niveau d'activité physique, en fonction de nos capacités digestives. Donc, c'est pas du tout une science exacte. Et vous allez avoir, d'un point de vue génétique, peut-être certains besoins augmentés, vous, en folate, donc en vitamine B9, alors que chez moi, ils seront diminués. Donc, ça rend évidemment totalement impossible la réalisation de recommandations qui seraient valables pour tout le monde. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on cherche à savoir pour soi-même, il serait bon, enfin c'est un conseil que l'on peut donner, d'aller voir un médecin pour une prise de sang, pour faire une étude exactement de ce qui nous manque ou de le type de personne ou de métabolisme que l'on a? Est-ce que ça serait intéressant? Alors, tout ne s'analyse pas. On ne peut pas, évidemment, d'un point de vue génétique, évaluer votre capacité à absorber telle chose ou telle chose. Ça, on ne peut pas le savoir scientifiquement. On peut le savoir parfois pour certains nutriments, mais pas pour tous. Vos sensibilités génétiques, ou je devrais dire plutôt épigénétiques, parce qu'aujourd'hui, il y a un acteur qui s'est ajouté à ça. On sait que l'épigénétique est très importante, et peut-être qu'il est intéressant de préciser de quoi il s'agit. C'est la façon dont notre mode de vie et notre alimentation sont capables de modifier la façon dont on exprime nos gènes. Donc on ne peut pas modifier notre ADN, mais on peut modifier par notre mode de vie la façon dont on va exprimer nos gènes. Donc on peut éteindre certains gènes, on peut en exprimer d'autres. Et donc toutes ces sensibilités-là, elles sont propres à chaque personne. Et donc ça rend extrêmement difficile justement l'établissement de règles absolues pour tout le monde. On essaye de le faire. Il y a évidemment des fourchettes. C'est pour ça qu'on dit toujours c'est entre autant et autant. Les recommandations aujourd'hui tendent à vouloir faire en sorte que cela couvre à 95% les besoins de la population. Donc on peut être quand même relativement rassuré par rapport à ça. Si on a une alimentation dite équilibrée, ce qui n'est pas toujours simple, évidemment, de savoir de quoi il s'agit. Mais si on a ce type d'alimentation, globalement, on couvre les besoins que l'on a. Et puis ça se voit, ça se sent par des symptômes. Et ça se voit. Et c'est ça. Et là, c'est l'œil du professionnel. Vous, en tant que nutritionniste, vous le voyez lorsque vous voyez une personne, bien sûr, un excès de poids, ça se voit. Mais il peut y avoir d'autres déséquilibres, d'autres désagréments dans le corps qu'on ne voit pas forcément. Vous avez l'œil pour le ressentir. Alors, l'œil ou le verbe, je ne sais pas, parce qu'évidemment, l'anamnèse est très importante. Donc, l'anamnèse, c'est les questions que l'on va poser aux patients. On peut utiliser des questionnaires, on peut utiliser la biologie. L'idée, c'est vraiment, c'est ça, c'est de travailler à plusieurs niveaux. Les questions, les symptômes, la biologie, le ressenti du patient, et on va faire un grand mix de tout ça, et du coup émettre certaines hypothèses sur d'éventuels déficits ou qui pourraient être présentes. C'est la raison pour laquelle j'imagine la première fois avec un nutritionniste, c'est en fait la réponse à des questions. C'est un questionnaire que vous proposez aux patients pour connaître la personne finalement. Alors il existe des questionnaires écrits que l'on peut envoyer éventuellement. Bon, chacun fonctionne un petit peu à sa façon. Après, vous posez des questions. Et puis, bien entendu, on part de la demande du patient. Ça reste rare, c'est dommage, mais ça reste rare le patient qui dit « je vais bien ». Bonjour, je vais bien. Je voudrais juste savoir si tout va bien. Donc ça, c'est évidemment assez exceptionnel d'être dans la prévention comme ça. Souvent, ils ont une problématique et on va partir de cette problématique et creuser un petit peu pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, si vous le voulez bien, dans la seconde partie d'émission, on va peut-être parler un peu, s'attarder sur la prise de poids,
poids, parce que c'est très courant dans nos sociétés riches. On s'alimente mal et ça se voit par cet excès de poids. Et puis, on va un petit peu aussi élargir sur la bonne alimentation en général, peut-être pour les enfants, parce que ce sont des adultes en devenir et il faut qu'ils s'alimentent d'une manière un peu particulière. Je rappelle les titres de vos livres. Les erreurs qui vous empêchent de maigrir aux éditions Alpen, le grand livre de l'alimentation spéciale énergie aux éditions Le Duc, et puis le dernier, Hormones, arrêtez de vous gâcher la vie, toujours donc aux éditions Le Duc. Et j'ai le grand plaisir de recevoir Véronique Liès ce matin. On se retrouve dans la seconde partie de C'est nouveau, ça m'intéresse. Et ce matin, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Véronique Liès, qui est nutritionniste, également micronutritionniste. Tout à l'heure, j'ai parlé de la micronutrition. Véronique, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots? Qu'est-ce que cela signifie, cette notion de tout petit? Ça me plaît pas déjà. Et pourtant, ça fait du bien. C'est-à-dire que là, on parle véritablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de petits nutriments, donc des micronutriments. C'est pour ça qu'on appelle ça micronutrition. Ils sont parfois très petits, mais pourtant très très importants. Petits mais costauds. C'est ça, petits mais costauds. On connaît aujourd'hui les très nombreux rôles du magnésium, du zinc, et donc en réalité, tout dans notre corps n'est que réaction chimique. Et donc, ces réactions chimiques nécessitent des cofacteurs, comme on les appelle. Et c'est d'où l'importance de l'alimentation pour qu'elle apporte tout ça, pour que toute cette chimie se passe bien. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on s'alimente assez mal pour justifier la prise de compléments alimentaires ? Alors, je sais que ça fait pas plaisir à tout le monde, mais ma réponse est oui. Je pense que aujourd'hui, moi, j'ai quand même beaucoup de patients qui, même en mangeant correctement, présentent toujours, parfois c'est faible, mais des déficits. Notamment, on sait que presque tout le monde est déficitaire en vitamine D. Oui. Et cette vitamine D, elle ne fait pas que fixer le calcium dans l'os. Elle est également importante pour être de bonne humeur, donc elle est antidépressive, elle est anti-inflammatoire. Donc quand on en manque, ça peut poser problème en termes de santé. L'iode, qui est indispensable pour, on en parlera peut-être dans le poids, mais on sait que notre thyroïde, elle est très très mise à mal aujourd'hui, et notamment à cause d'un manque d'iode. Donc la qualité des aliments que nous mangeons a pas mal décliné. Oui. On mange des aliments raffinés, transformés, qui ont donc perdu beaucoup de leur substance. Et du coup, parfois, on va évidemment toujours donner priorité à l'assiette. Ça, c'est très important. Oui. On ne peut jamais remplacer une alimentation saine par des compléments alimentaires. Donc ça, c'est vraiment évident. Il y a ce qu'on appelle l'effet matrice des aliments. Oui. C'est-à-dire que la conjonction de tous ces nutriments est beaucoup plus efficace que la prise de compléments alimentaires. Par contre, quand on a corriger ce que l'on peut corriger et qu'il reste certains déficits, je pense quand même que les compléments alimentaires peuvent avoir toute leur place. Est-ce que ces gélules que l'on trouve dans les pharmacies en général, c'est valable? Je veux dire, donc là vous venez de dire, bien sûr, évidemment, il y a rien de mieux que l'aliment lui-même, mais est-ce que c'est quand même valable? Est-ce que ça apporte? Est-ce que ça apporte suffisamment quand on en manque? Oui. Ah oui, globalement. Alors, ça dépend de la marque. Évidemment, il faut bien sûr faire plutôt appel à des marques connues qui ont pignon sur rue, éviter Internet, des marques un petit peu qu'on ne connaît pas trop. Le pharmacien est un bon conseil, peut-être. Le pharmacien, alors s'il est formé à la nutrition, ce qui est de plus en plus le cas, parce que ça les intéresse beaucoup, est certainement d'un très bon conseil. Et puis, le meilleur conseil restera quand même, parce que le pharmacien, il ne connaît pas tout non plus, mais voilà, faire appel à un professionnel de santé, ça reste quand même toujours intéressant. Alors aujourd'hui, je le disais en fin de première partie, on va peut-être parler un peu de la prise de poids qui est souvent le cas, j'allais dire souvent des femmes, c'est vrai, mais les hommes aujourd'hui sont aussi sujets à cette prise de poids. Comment vous l'envisagez? Je sais que c'est une question super vaste parce que il y a autant peut-être de nutritionnistes que de méthodes, mais en général, qu'est-ce qui est ciblé quand on prend du poids? En général, je dis bien ça.
Alors c'est évidemment très personnel, hein, vous l'avez dit, ça peut être une prédisposition. On sait que les premières années de vie jouent un rôle majeur, et déjà pendant la conception, il y a des choses qui se programment. Hein, donc une maman qui pendant la grossesse ne se nourrit pas bien, eh bien programme son enfant à devenir obèse. Donc ça fait un petit peu peur. Ça remonte loin. Ouais. Donc ça remonte évidemment. Donc d'où l'importance de bien manger quand on est enceinte. Et puis après, les grands problèmes de base, c'est vraiment une alimentation hyperglycémiante. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à manger des aliments transformés qui vont élever beaucoup plus le taux de sucre dans le sang et donc favoriser la libération de beaucoup d'insuline, qui est l'hormone du stockage. Donc à calories égales, si vous élevez beaucoup votre glycémie et donc beaucoup votre insuline, vous allez stocker. Donc on sort vraiment du concept aujourd'hui de calories. Il faut pas totalement arrêter parce qu'évidemment manger trop de calories, ce n'est pas bien, mais on peut très bien, en mangeant un nombre normal de calories, prendre du poids. Ça, c'est très important de le signaler. Il ne faut pas du tout uniquement se focaliser sur les calories. Voilà, avoir une alimentation très transformée, souvent très hyperglycémiante, eh bien, va favoriser donc un stockage. La qualité du gras, c'est pareil. Vous avez aujourd'hui dans la population une grande majorité qui consomme trop d'oméga 6, qui ont tendance à faire prendre du poids, et pas assez d'oméga 3 qui ont tendance à faire perdre du poids. Donc on voit bien que la qualité de l'assiette joue un rôle fondamental, et c'est pour ça que les régimes, ça marche pas. Et oui, donc en premier lieu, c'est vraiment aussi la qualité nutritionnelle des aliments. Hein. Et puis après, il y aura peut-être aussi des aspects, des aspects psychologiques et autres encore. Alors, il nous reste que quelques minutes, malheureusement. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine-là. On avait parlé des enfants également. Faire attention à ce qu'on donne aux enfants. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de lutter contre ces envies de sucre qu'ils ont. Comment est-ce qu'on fait pour un enfant, par exemple ? S'ils ont des envies de sucre, c'est qu'ils ont déjà reçu du sucre. Oui. Hein, à la base, c'est dur de les priver. C'est dur de les priver, mais voilà, on a un petit peu trop tendance parfois à penser qu'on va donner notre amour avec des bonbons, des biscuits, et finalement, à terme, un bisou. Voilà, ça fait moins grossier. C'est mieux un bisou, c'est clair. Mais vous avez raison, c'est difficile de lutter parce que autour d'eux, ils sont tous confrontés à ça. Donc je dirais que c'est vraiment des bonnes habitudes à prendre depuis le départ. Parce que changer une alimentation chez un enfant qui a 10, 12, 14 ans, c'est vraiment difficile. Ou diviser l'assiette, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Un quart d'haricots verts, un quart de pommes de terre et un quart... Alors les proportions dans l'assiette, donc pas diviser l'assiette dans le sens faire manger moins. Oui, oui, mais vraiment, voilà, une meilleure proportion. Oui. Il faut retenir que globalement, une bonne proportion, c'est moitié légumes. Et pas un quart, donc moitié légumes, plutôt un quart féculent et un quart protéines, viande, volaille, voilà. Un bon conseil, voilà. Un bon conseil à donner. En tout cas, quand on veut, par exemple, sans avoir de problème de poids, sans avoir X problématiques, s'alimenter mieux, est-ce que vous pouvez nous diriger vers un site internet ou quelque chose pour nous dire où est-ce qu'on peut se renseigner? C'est difficile peut-être. Vous avez peut-être des informations à nous donner? Alors, il y en a tellement, vous savez, des informations sur Internet, c'est assez difficile de se faire son avis. Bon, je peux renvoyer éventuellement à ma chaîne YouTube qui est toute, c'est intéressant. Toute jeune et fraîchement... Healthsentiel. Voilà. Health comme en donc, anglais. Health comme la santé, Healthsentiel by Véronique Liez, où vous avez des petites vidéos où je vais justement parler des acides gras oméga 3 pour maigrir, etc., ce genre de choses. Après, oui, c'est vrai que sur Internet, il y a à boire et à manger. À boire et à manger, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup, Véronique, d'avoir été avec nous. Et à très bientôt sur notre antenne. Je rappelle vos livres, Les erreurs qui vous empêchent de maigrir, aux éditions Alpen. Le grand livre de l'alimentation spéciale énergie aux éditions Le Duc et toujours aux éditions Le Duc. Hormones, arrêtez de vous gâcher la vie. À très bientôt, merci. À très bientôt, merci à vous. C'est nouveau, ça m'intéresse. Léa Moscona.